Et là, je me suis spécialisé du coup dans l'analyse des données issues des réseaux sociaux pour remonter des informations de terrain au président de la République et à son cabinet. Il y a toutes les détections de signaux faibles et de tendances qui peuvent mener à une polémique, voire une crise. La base de notre cellule, c'était de pouvoir les détecter. Donc là, on utilise des outils, on utilise des algos qui vont nous permettre de recueillir le tout début d'une polémique. Et dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui monte, là, il faut tout de suite faire remonter l'info. Aujourd'hui, je reçois Antoine, qui a fondé la cellule data et analyse numérique de l'Élysée, ou du gouvernement, tu vas nous préciser ça, pendant à peu près 2 ans et demi. Aujourd'hui, il va nous raconter tout ça et nous expliquer un peu justement comment l'Élysée, et donc Emmanuel Macron et ses ministres utilisent la data. Hello Antoine, ça va ? Hello Robin, super et toi ? Ça va, ça va. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé et peut-être dans un premier temps te présenter du coup ? Bah écoute, déjà merci pour l'invitation. Moi, franchement, je vais te dire, j'ai un parcours hyper classique. J'ai fait classe prépa, maths P, et après j'ai rejoint l'EDEC. Bah en gros, à la fin de l'EDEC, j'ai rejoint une boîte qui s'appelle SAP. Bon, ça se passait super bien. Tu sais, c'est des contextes où j'étais à Barcelone, je vendais des logiciels, mais il y avait quand même une question de sens. Tu gagnes beaucoup d'argent, mais tu te poses des questions sur ce que tu fais au final. Et à l'issue de ça, j'ai postulé pour rejoindre l'Élysée. J'ai été pris. Et là, je me suis spécialisé du coup dans l'analyse des données issues des réseaux sociaux pour remonter des informations de terrain au président de la République et à son cabinet sur cette base. Et donc le poste auquel tu candidates au début, c'est un poste de data analyst, parce que moi je savais même pas par exemple qu'ils avaient une BU data ou qu'ils recrutaient ce type de profil. Le tout début vraiment de mon démarrage à l'Élysée, j'étais dans l'équipe analyse qui analysait à la fois le courrier envoyé au président de la République et les conversations en ligne. Moi, j'étais le tout premier data analyst de l'époque. Donc, on était une équipe de 5. Il y avait des analystes, on va dire, spécialisés autour du courrier. Et moi, j'étais le data analyst spécialisé réseaux sociaux. Le fait est qu'avec le contexte, il y a eu des changements organisationnels. Il y a eu un contexte, forcément. Moi, je suis arrivé en décembre 2019. Et 3 mois plus tard, c'était la crise, le Covid. Le Covid, ouais. Et ça a tout changé en fait, dans le sens où l'équipe s'est augmentée. Il y a Adrien qui m'a rejoint. Plus tard, il y a eu Audran, Victor. Enfin voilà, l'équipe s'est vraiment étoffée. Est-ce qu'il y a eu plus de besoins vis-à-vis de la crise d'aller analyser finalement des données, ce qui se passait, notamment sur les réseaux sociaux, comme tu disais. Complètement, dans le sens où ça y est. Il y avait non seulement un volume croissant de données, c'est-à-dire que, juste pour donner un ordre d'idée, mais en une semaine, il y a 3 milliards de vues sur les publications qui mentionnent le président de la République. Alors, c'est pas que ces publications, mais l'ensemble des publications. Ça, c'est un chiffre, c'est juste pour donner un ordre d'idée, mais déjà, on se base vraiment sur du big data, donc on a besoin d'outils, on a besoin d'humains derrière et d'analystes pour le résoudre, et on a besoin de livrables adaptés pour que le décideur politique ou que le cabinet du président puisse s'en servir et prendre les bonnes décisions. Quels étaient tes grands chantiers ? Je pense que le premier chantier qu'on a eu, ça va peut-être t'étonner, mais c'est pas du tout un chantier technique, c'était vraiment un chantier organisationnel de se faire connaître en fait au sein de l'Élysée. C'était une nouvelle cellule, donc on n'existait pas, on avait tout un enjeu d'évangélisation en interne, d'aller toquer à la porte des conseillers, de connaître leurs besoins, et derrière de leur proposer une offre de service interne à nos clients internes qui était adaptée. Donc là, il y avait toute cette partie-là, de rencontrer des gens qui sont experts dans leur domaine, le conseiller sécurité, la conseillère éducation, toute cette typologie de conseillers, et ça, c'était le premier sujet. Le deuxième, là, c'était purement technique, mais en gros, l'analyse de la social data, c'est vraiment un sujet qui est en pleine mutation. Donc ça évolue tout le temps, les outils évoluent tout le temps. J'ai vu que tu avais reçu le fondateur de l'Influence. Ouais, tout à fait. Et j'ai écouté, c'était passionnant, mais les algorithmes évoluent tout le temps des plateformes, donc en conséquence, il faut s'adapter. Donc on avait aussi cette recherche universitaire à aller à toujours être au top de ce qui se faisait. Donc là, on se faisait accompagner, on allait à des conférences. Il y a Sciences Po notamment et le Media Lab de Sciences Po qui est très en avance sur le sujet. Donc d'un point de vue plus effectivement usage, donc là je vois bien il y avait l'évangélisation pour que les gens vous identifient et sachent qu'ils peuvent peut-être faire appel à vous pour des analyses, forcément ce chantier technique de s'outiller, etc. Mais tu vois, moi typiquement de l'extérieur, comme ça j'arrive pas encore à savoir précisément dans le day-to-day d'un ministre ou même du président, je sais pas, comment il utilise ces analyses. Est-ce que peut-être tu peux nous expliquer un peu, nous embarquer, tu vois, dans... Je pense qu'il y a 2-3 cas d'usage vraiment
pour tout le monde, en gros, il y a déjà toutes les détections de signaux faibles et de tendances qui peuvent mener à une polémique, voire une crise. Donc ça, déjà, la base de notre cellule, c'était de pouvoir les détecter. Donc là, on utilise des outils, on utilise des algos qui vont nous permettre de recueillir le tout début d'une polémique. Et dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui monte, que ce soit en quali, en quanti ou en relationnel, c'est-à-dire la typologie des acteurs qui s'expriment sur le sujet, là, il faut tout de suite faire remonter l'info. Je pense qu'un exemple intéressant, c'est par exemple toute la polémique autour de Sciences Po. C'était des accusations de violences sexistes et sexuelles dans les écoles Sciences Po partout en France. Et grâce à de l'analyse assez poussée sur Facebook et Twitter, on avait été capable de détecter les prémices de cette polémique, ce qui avait permis derrière à la conseillère éducation et à ses équipes de, vérifier les faits, passer quelques coups de fil et anticiper la crise qui est véritablement venue une dizaine de jours après. Donc ça, c'est un premier sujet. Oui, ça, c'est de se mettre aussi en ordre de marche avant que ça explose pour avoir rapidement un plan d'action, savoir comment réagir. Là, quand t'es dans le temps médiatique, là, c'est vraiment 20 minutes d'avance, ça peut faire la différence. Moi, je suis pas communicant de base, c'est pas du tout mon métier. Mais par contre, c'est vrai que le communicant, lui, si tu lui donnes 20 minutes, 1 heure ou une semaine d'avance, encore mieux, il peut prendre des décisions ou faire en sorte qu'il y ait des prises de parole qui soient hyper... qui a de l'impact, qui est une vraie plus-value, en fait. Directement, ils vont mettre le doigt dessus avant que ça explose, et du coup, ils ont pris finalement le contrôle de la situation. C'est ça, tu vois, tu sais directement, ok, d'accord, donc la crise pour l'instant, elle est là. Est-ce que mon ministre, ma personnalité politique est interpellée? Si oui, par qui? Est-ce que ça vaut le coup de réagir? Et si tu donnes aux décideurs toutes ces informations un petit peu avant que ça éclate, c'est hyper précieux. En vrai, c'est hyper précieux et ça fait la différence. C'est pour ça que ce type d'analyse qui est fait à l'Élysée, c'est aussi fait par des grosses boîtes parce que ça te permet d'avoir ce temps d'avance sur le cours de l'action ou des choses comme ça. D'accord. Et du coup, je vois bien ce premier use case où là, vous êtes plutôt proactif. Finalement, c'est vous qui monitorez tout ce qui se passe et qui identifiez des signaux faibles. Et est-ce qu'il y a aussi plus un rapport un peu où ces conseillers dont tu parles, donc les conseillers, c'est les gens qui sont autour d'un ministre, en fait, et qui vont l'épauler sur différents sujets, je suppose. Ces conseillers, c'est un peu vos clients internes, ils peuvent aussi faire appel à vous pour des analyses spécifiques sur des sujets donnés. C'est ça. Alors, en gros, juste peut-être la structure d'un ministère ou de l'Élysée, c'est globalement... il y a la personnalité politique, donc Emmanuel Macron ou le ministre Gérard Darmanin. Après, il y a son directeur de cabinet, ou à l'Élysée, le secrétaire général de l'Élysée, qui va diriger un ensemble de conseillers, qui sont eux des conseillers sur le fond, donc des spécialistes de l'éducation, de la sécurité, de la santé, etc. C'est nous, c'est vraiment le client interne. On faisait partie d'une équipe qui envoyait une note une fois par semaine au président de la République qui lisait et qui la notait. Donc on avait ce client, mais les gens avec qui on interagissait au jour le jour, eux, c'était plutôt les conseillers donc typiquement tous les conseillers qui ont un enjeu réputationnel autour d'eux. Je pense conseiller éducation parce que forcément il y a plein de choses qui se disent autour de l'éducation en ligne. Conseiller sécurité parce que forcément dès qu'il y a une violence policière ou malheureusement un attentat, on peut avoir des premières informations grâce aux données en ligne. Conseiller santé parce que évidemment là récemment il y avait que des informations sur le Covid qui étaient vraies ou fausses, mais en tout cas qu'on pouvait capter en ligne et voilà en gros. Oui, et puis ne serait-ce que pour avoir aussi la température de ce que du coup la société doit penser, et peut-être même encore plus grave avec la problématique des fake news si en plus t'as potentiellement des mensonges qui sont diffusés. Ça, ce qui est sûr, c'est que les réseaux sociaux, c'est pas un sondage, c'est pas représentatif. Ça, c'est assumé. Tu vois, quand t'écoutes des conversations sur Twitter, t'écoutes des conversations sur Twitter, donc c'est une certaine partie de la population, etc. Mais agrégé à un niveau quanti tel que les données que je t'ai dit au début, 3 milliards de vues par semaine, ça commence à devenir quelque chose qui est intéressant, ça commence à devenir quelque chose qui peut donner de l'information sur, en effet, l'opinion des gens. Et nous, on s'en servait pour, en fait, tout simplement remonter des informations publiques, toujours, aux décideurs. Et je pense que faut pas voir ça comme forcément de l'espionnage, ça n'a rien à voir, et bien sûr, c'est que des données publiques, etc. C'est plutôt de l'écoute, dans le sens où, grâce à ces outils et ces algorithmes, on va être capable demain, et aujourd'hui, du coup, de prendre en compte toutes les préoccupations vraiment fines des Français, des gens qui s'expriment sur une thématique, etc. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de projets dont tu voudrais nous parler ?
Parce que c'est vrai que ça aide pas mal à se projeter effectivement sur je sais pas, quelques exemples. Par exemple, de crise, tu as parlé notamment du Covid, tu as parlé de la crise dans le sport. Je sais pas s'il y a d'autres éléments où tu te souviens d'analyses qui ont été particulièrement impactantes. Il y a des analyses, moi, qui m'ont marqué, peut-être de par les sujets, aussi par les moments dans lesquels on l'a livré. Moi, je me souviens d'une analyse où je faisais pas du tout le fier. Ça, c'était dans ma deuxième partie, quand j'étais après dans l'équipe de campagne, pour la campagne présidentielle, mais j'étais sorti de l'Élysée, j'étais parti chez En Marche. En gros, on avait fait une analyse sur une polémique qui était, que t'as peut-être entendu parler, autour des cabinets de conseil qui accompagnaient l'État. Et une fois, il y a eu l'ancien porte-parole, qui est maintenant ministre, l'ancien porte-parole, donc Gabriel Attal, qui était venu dans le bureau, qui avait regardé qui avait regardé un peu pour savoir où on en était sur cette affaire. Et donc forcément, je me souviens de ça parce que c'était vraiment presque de la livraison en temps réel à un décideur. Et bon, j'étais assez stressé, tu vois, mais c'était hyper intéressant. D'autres sujets un peu plus légers, qui peuvent être drôles, c'est il y a eu, tu sais, Emmanuel Macron qui a fait une vidéo avec McFly et Carlito. Je sais pas si tu l'avais. Non, je crois que je l'ai même pas vu passer. Si tu l'as pas vu, j'irai la regarder. Mais en gros, nous on s'occupe pas de ça. On fait pas. C'est une autre équipe qui s'occupe de ça, à laquelle on est associé. Mais c'était hyper intéressant d'aller regarder les commentaires qui étaient associés. Donc on les scrapait notamment sur YouTube, et tu pouvais voir que en gros, en amont de la vidéo, on avait des informations sur les gages ou sur les anecdotes qu'allait dire ou non le président, en fait. Tu pouvais déjà les retrouver si tu faisais une analyse sémantique des commentaires. Et c'était amusant après de les voir dans la bouche du président, dans la bouche des youtubeurs. Donc, voilà. Excellent. Est-ce que tu peux peut-être nous faire un petit tour d'horizon des outils que vous utilisez et un peu comment ça fonctionnait? Parce que c'est vrai que c'est original finalement, que je pense, comme type de stack par rapport à ce qu'on retrouve habituellement sur le podcast. Dans les startups plus classiques, on va dire. Enfin, sachant que l'Élysée n'est pas du tout une startup. Un peu, hein. En vrai, on n'était pas si nombreux. Oui, il y avait ce côté où vous lanciez le département. Donc, complètement. Et puis, c'est des budgets réduits. Enfin, tu vois, le budget de l'Élysée, c'est hyper contrôlé, donc tu peux pas faire n'importe quoi. La stack technique, globalement, c'est des outils de social listening. Donc, un peu comme l'Influence, VisiBrain, Digimind. Voilà, on utilise un de ces outils-là. Plus des outils qui vont en complément. Donc, en gros, avec le social listening, tu vas récolter les publications. Nous, on les retraitait dessus avec soit du code Python pour faire de l'analyse de sentiments notamment, ou des logiciels comme Gephi ou Gephi. Il y a un doute sur la prononciation, mais on va dire, je crois que c'est Gephi pour les puristes. En gros, là, c'est des logiciels qui vont te permettre de spatialiser les gens, donc de représenter par des nœuds des 2 points qui représentent deux personnes. Et ça, c'est hyper utile d'un point de vue algo derrière pour remonter des insights sur qui s'est exprimé sur un sujet. Est-ce que la polémique, qui certes fait beaucoup de bruit, est-ce qu'elle sort de sa sphère initiale, ou est-ce qu'en fait certes tout le monde parle de la chloroquine, mais ça reste au sein de toujours la même typologie de personnes, et les mêmes personnes qui juste parlent beaucoup entre eux et font beaucoup de bruit. Est-ce que ça reste dans une toute petite niche de la population, ou est-ce que ça commence à s'étendre? Et ça aujourd'hui, avec un petit peu comme par exemple la transition écologique, qui pendant longtemps, je pense, est restée niche. Quand on en parlait il y a 10 ans, c'est que ça reste niche. Ouais. Et alors, bon, après, je suis pas du tout expert du sujet, mais par exemple, là, on sent qu'il y a un espèce de point de bascule, ou c'est peut-être parce que moi, en tout cas, je le sens vraiment sur les réseaux, et qu'il y a de plus en plus de gens qui sont vraiment épris de cette cause et de ce challenge, parce que après, maintenant, ça paraît évident pour tout le monde, mais moi, je me souviens qu'il y a encore 10 ans, ça l'était pas du tout pour tout le monde, quoi, ou même 5 ans. Non, mais clairement, ça, c'est hyper intéressant, ce sujet. Il y en a d'autres aussi. On a vu qu'il y avait vraiment un basculement de sujets qui étaient auparavant traités uniquement dans une niche et qui commençaient petit à petit à s'étendre sur d'autres sphères. T'as forcément la grande cause du quinquennat autour du droit des femmes, etc., de l'égalité homme-femme, pardon. Ça, c'est des sujets qui de plus en plus prennent de l'ampleur, notamment en ligne. Et grâce à ces outils, tu peux aussi le percevoir et tu peux le faire remonter pour derrière prendre ou non des actions. Mais ça, c'est pas de notre. Oui, vous êtes là pour apporter les faits, peut-être les expliquer, mais pas forcément pour faire une reco à Emmanuel Macron. Non, enfin voilà, c'est ça. Faut aussi rester. Enfin, faut être lucide sur son rôle. C'est juste, t'es en appui des personnes qui conseillent le président. Voilà. Et quel a été le plus gros challenge que tu as rencontré, toi personnellement, ou vous en tant qu'équipe, justement, data pour l'Élysée? Encore une fois, je pense que c'est pas un challenge technique, je pense que c'est un challenge humain, pas humain dans le sens où au final il y avait vraiment une bonne ambiance en plus.
parce qu'il y a beaucoup de gens, enfin tout le monde est ultra motivé, tout le monde est à 200%, mais c'est plus un challenge dans le sens où il y a énormément de trajectoires personnelles, d'ego, de parcours différents qui se croisent et qui s'entrechoquent assez vite, donc il y a beaucoup de turnover. Pour comprendre les mécanismes d'influence en interne, c'était assez, tu peux pas comprendre tout d'un coup. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la politique dans les grandes boîtes. Je suppose que la politique au sein de l'Élysée, au sein de vraiment du cœur de la politique elle-même, ça doit être encore autre chose. Bah sincèrement, ouais. Puis c'est bon. Enfin, faut pas se fabuler. Enfin, il y a pas de. Oui. Tu vois, doit quand même y ressembler. Ça doit ressembler à la politique. Mais c'est que chez des experts Total, de l'influence et de la politique. Mais c'est que voilà, tu vois, surtout quand t'es dans notre positionnement où tu fais des notes qui en gros viennent donner une photographie à un instant T d'un sujet. Mais cette photographie, elle peut convenir à quelqu'un, moins convenir à une autre personne. Et toi, ton rôle, c'est toi, t'es neutre là-dedans. Toi, tu dois juste remonter ce qui est vrai, tu vois. Mais t'as toutes ces sensibilités à pas trop chatouiller parce que sinon, bah, soit t'es pas lu, soit tu vas pas vraiment toucher la personne qui va prendre la décision finale. Donc, t'as tout cet écosystème d'influence en interne à aller appréhender. Voilà, c'est hyper intéressant. En vrai, moi, c'est hyper intéressant. Ouais, ça a l'air passionnant. Et puis, on voit beaucoup de similarités, en tout cas, avec ce qu'on peut voir aussi en entreprise. Enfin, moi, en tout cas, quand je travaillais pour des grosses boîtes, c'est quelque chose que tu retrouves. Et après, tu as toujours cette espèce de ligne, c'est entre, cette donnée, on va pas la pousser parce que finalement, on se rend compte que là, ça va pas forcément... tu vois, il y a une analyse qui peut presque parfois être contre-productive. Effectivement, c'est pas le bon moment où personne va écouter parce qu'ils sont pas prêts à l'entendre. Et puis après, en revanche, ça peut passer la ligne de est-ce que tu peux me changer et me trouver une manière de faire dire ça à la donnée. Et là, en revanche, t'arrives dans un truc où il faut dire non, mais... non, mais enfin, t'as tout dit, hein. Nous, il y avait vraiment ce sujet, tu vois. Il y avait ce sujet on savait très bien que quand on nous posait cette question, c'est le conseiller ou la personne, elle avait déjà son idée en tête, elle voulait qu'on lui montre quelque chose, mais après, nous, on triche pas, on remonte des statistiques, on remonte des données. C'est une zone grise, tu vois. Il y a une petite zone grise où là, c'est juste l'expérience et l'intelligence humaine, en fait, qui vont faire que tu vas froisser personne, quoi. Et du coup, je reviens juste sur un petit élément dont tu as parlé précédemment, effectivement. Donc, tu es passé de monter cette équipe-là vraiment au sein de l'Élysée, donc vraiment avec le gouvernement. Et ensuite, tu as eu une opportunité de rejoindre la campagne d'Emmanuel Macron, En Marche. Et là, du coup, je suppose que ton rôle a un peu changé. Est-ce que si tu peux nous le dire Oui, pas vraiment, hein. Le but, c'était de répliquer ce qu'on faisait plutôt, moi, je trouve pas mal à l'Élysée, de le mettre au sein d'une équipe de campagne. Donc, forcément, l'objectif est différent. Avant, on servait le président de la République. Maintenant, on servait l'homme, Emmanuel Macron. Mais dans les faits, le travail changeait pas drastiquement. C'était surtout, de l'analyse en temps réel, de conversation. Je pense que ce qui changeait pas mal, c'était qu'il y avait plus de séquences live, il y avait plus de séquences vraiment en temps réel. Je pense au débat, tu vois, au débat du second tour, il faut que tu sortes la note dans les minutes qui suivent la fin. Donc forcément, t'as toute une organisation, mais il y avait toute une équipe, hein, j'étais pas tout seul. Lui, il veut avoir la possibilité, genre 15 minutes après la fin de débat, de pouvoir snacker en diagonale une petite note qui lui permet de savoir ce que les gens ont pensé grosso modo, de comment ça s'est passé. Emmanuel Macron lui-même, je saurais pas te dire. Après, ses proches collaborateurs, oui, ils ont besoin de savoir. Il y avait eu aussi une session à la télé juste avant où les candidats passaient les uns après les autres. Il y a des réactions. Il faut avoir une synthèse rapide de comment ça sort. En fait, la question qu'on nous sortait tout le temps, c'était comment ça sort sur les réseaux. Toi, t'es un peu le garant neutre de la réponse à cette question, tu vois. Ouais. Donc, tu fournis ton dossier. Mais j'étais pas tout seul, hein. T'avais toute une équipe aussi qui... Depuis que tu as quitté l'Élysée, j'ai vu que tu lançais une boîte. Ouais. Déjà, félicitations pour ton lancement. Ça s'appelle Licteur. Tu peux nous expliquer en 2 mots ce que vous faites ? En 2 mots, on fait exactement la même chose, mais pour des sociétés, en fait, pour des entreprises. Okay. Donc, en gros, on analyse et on veille des conversations en ligne au service de sociétés, de boîtes, surtout des gros groupes, on va dire. Donc, pareil, ils veulent faire un peu de ce qu'on appelle souvent l'equity monitoring. Ouais, du social listening, de la veille, de la connaissance client aussi. Si tu veux avoir le même système de veille que le président ou le même système d'analyse, aujourd'hui, en place. Aujourd'hui, tu peux. Voilà. C'est un luxe, mais si tu veux, tu peux. Tu nous appelles. Écoute, Antoine, on arrive sur les dernières questions.
Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs? J'ai un livre qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle Toxic Data, d'un chercheur qui s'appelle David Chavalarias. J'espère que j'écorche pas le nom. Pierre, je le mettrai ok. en description, t'inquiète pas. Mais c'est un livre hyper intéressant qui traite de tous les sujets dont on vient de parler, mais qui va plus en profondeur, qui est notamment à l'initiative d'un projet qui s'appelle Politoscope, qui va recenser des conversations en ligne depuis plusieurs années maintenant, et c'est hyper intéressant. Ça fait un peu froid dans le dos quand on voit le nombre de données qu'ont les réseaux sur nous. Mais bon, ça c'est un autre sujet, ça sera un autre podcast peut-être. Qu'est-ce que tu aimes dans la data? Ça va peut-être un peu plus loin, mais je pense que le côté accessible à tous, aujourd'hui, il y a énormément de contenu pour se former. Moi, je trouve ça chouette. Ça permet maintenant à n'importe qui est motivé, qui a envie de se former et qui a envie d'avoir de l'impact, je pense, de le faire. Tu peux le faire en sortant d'une école, tu peux aussi le faire de ton côté en te formant sur YouTube ou sur Internet, et moi, je trouve ça chouette. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser? Qu'est-ce qui m'a fait le plus progresser? Je pense que c'est les gens avec qui j'ai travaillé. Je sais pas s'il regardera la vidéo, mais big up à Louis. Louis, c'est un ingénieur qui lui était à fond dans la partie technique de tout ce qu'on vient de dire. C'est lui qui a créé des scripts Python, des choses assez poussées qui nous permettaient d'aller encore plus loin dans l'analyse sémantique relationnelle. Et je pense que lui, clairement, il m'a fait progresser de ouf sur ces sujets. Donc, merci Louis, si tu regardes. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Je sais pas si c'est vraiment un conseil, c'est peut-être plus un conseil que je donnerais à l'audience ou même à moi il y a quelques années, mais c'est vraiment de multiplier les points de contact avec des gens qui sont meilleurs que toi en fait sur le sujet, sur tous les sujets. Hein, ça dépasse le business, ça dépasse tout ça, mais en gros, t'as tellement à apprendre à aller rencontrer un chercheur, un universitaire, un spécialiste de l'analyse du langage, tu vois, et à juste échanger, même si tu comprends pas tout ce qu'il va te dire, ça va t'ouvrir un potentiel assez fou. Et au final, je pense que c'est le mieux, en fait, c'est de se fermer aucune porte, d'aller rencontrer, même toi, tu vois, cet échange-là, on s'est rencontrés un peu par hasard. Là, aujourd'hui, on fait le podcast, c'est chouette, tu vois, on apprend, et c'est un super exercice. Ça me fait penser à la citation d'un podcast que j'aime beaucoup, qui s'appelle Génération Do It Yourself. Je pense que beaucoup de gens le connaissent, c'est le podcast le plus écouté en France, je crois, de Mathieu Stéphanie, que je salue, je crois pas qu'il m'écoute, mais... Et il dit, dans son pitch de départ, il dit on est la moyenne des gens que l'on côtoie. Et ça rejoint directement, effectivement, cette idée. Et c'est vrai que ça revient assez souvent dans le podcast sur les conseils, sur ce qui a plus fait progresser les gens. Et notamment, Guilhem de Linkfluence disait ça. Bon, lui, en tant que founder, il recrute. Et il disait, moi, ce qui m'a le plus fait progresser, c'est de réussir à recruter des gens meilleurs que moi. Et c'est vrai que... Mais après, ça s'applique aussi pour quelqu'un qui recrute pas, à juste d'essayer d'aller dans une entreprise ou dans une équipe où tout le monde a l'air meilleur que soi. Et de pas justement avoir ce syndrome de l'imposteur, mais de se dire, ouais, peut-être que pendant 6 mois, je vais rester le moins bon. Et puis, en limite, c'est pas forcément le problème, mais je vais finir par tendre vers le niveau moyen de l'équipe, et il faut pas hésiter à aller se mettre en difficulté je suis hyper aligné. C'est pas mal la phrase t'es la moyenne des gens que tu côtoies, mais c'est un vrai truc. Écoute Antoine, on arrive au bout. Merci beaucoup en tout cas d'être venu partager sur le podcast sur un sujet en plus assez nouveau, en tout cas pour moi, et je suis ravi d'avoir pu faire cet épisode avec toi. À très vite. Merci Robin, salut.